Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Alors, au vu de la pile de livres lus, j'ai pas mal de retard. Et on va commencer par les plus anciens. Parce qu'il y en a qui sont lus en 2022 et j'attendais en fait d'avoir plus de livres de la rentrée littéraire 2022, oui, comme c'est vieux. Sauf que je me rends compte que j'arrive pas à suivre pour l'instant, donc on va présenter déjà ce que j'ai. Donc Tenir sa langue de Paulina Panasenko. On suit Paulina, qui est une petite fille qui a vécu en URSS avant la chute de l'URSS. Elle est arrivée en France on ne sait pas trop pourquoi, mais ses parents ont décidé de venir en France. Et en fait, elle va être partagée entre justement sa nationalité, on va dire URSS, russe si on veut. Et en fait, quand elle arrive en France, ils vont franciser son prénom, donc de Paulina, ça va devenir Pauline. Et sauf que bien des années plus tard, Paulina va vouloir récupérer son prénom, qu'on va lui refuser parce que c'est pas pour un E qu'elle va casser les pieds de tout le monde, on va dire, c'est un peu ça comme ça. Sauf que derrière cette histoire de E, il y a l'histoire d'une personne, et justement c'est tout ça qu'on va suivre. Alors on suit pas forcément Paulina à l'âge où elle fait la demande, au début c'est ça, on sent beaucoup de colère, on sent un besoin inexprimable d'avoir droit à avoir son prénom tel qu'il était à la naissance. Et en même temps, il y a cette famille qui est arrivée en France, qui a voulu vraiment être acceptée comme famille qui respecte la culture française et pour que la petite fille puisse s'intégrer comme tout le monde. Et justement, c'est d'ailleurs la réponse que va lui faire la juge, lui dire, mais ça vous a permis de vous intégrer, ce qui est d'une violence inouïe. Je trouve que la juge d'ailleurs manque profondément de respect envers Paulina. Je tiens à préciser que ça, c'est pas l'histoire de Paulina Panasenko. On penserait, moi j'ai cru franchement que c'était autobiographique et pas du tout. Elle a choisi son propre prénom parce que ça reflétait un peu ce qu'elle voulait exprimer par là. C'est que de devoir retirer le prénom d'origine d'une personne, c'est un peu lui retirer son histoire, c'est lui retirer ce qu'elle était ou a été. Et d'ailleurs, on suit le parcours de Paulina quand elle apprend le français, comment elle l'apprend d'ailleurs. On suit toutes les embûches par lesquelles elle est passée. Il y a des passages qui sont très drôles. Par exemple, quand elle apprend le français, elle le fait par des pubs qu'on a tous connues. On a tous vu ces pubs à la télé et moi je souriais parce que je dis mais c'est tellement ça. Il y a aussi des mots en italique. En fait, c'est des mots que Paulina petite fille ne comprend pas. Comme justement elle a gardé son russe, en fait elle ne parle pas le français, elle entend ses parents dire des choses, par exemple Auchan, elle comprend pas Auchan, elle comprend Centre Dieu. Donc pour elle, elle se dit Dieu, c'est génial, ils reviennent avec des sacs remplis de courses. Waouh! Donc il y a tous ces petits trucs où on voit que c'est le regard d'une petite fille sur ce qui se passe, comment elle vit en France, comment elle perçoit les choses et combien ça peut être difficile pour une petite fille. Et on la suit jusqu'à l'âge adulte quand elle vit en France et ce qui va se passer, ce qui est devenu la Russie justement, puisque, j'en dis pas trop, mais j'ai trouvé ce livre, alors sur le coup, moi quand je l'ai lu, j'ai senti tellement de colère au début et en plus j'ai lu à un moment où psychologiquement j'avais du mal avec toutes les émotions négatives, c'est mieux que ça n'a été mais c'est pas encore ça. Et à ce moment-là j'ai failli le claquer par terre, tellement il y avait une colère, d'une violence qui me semblait terriblement violente. Et je me dis non, continue. Et en continuant, je comprenais du coup mieux les choses. Entre-temps, après la lecture, j'ai rencontré l'autrice dans le cadre du prix Femina des lycéens. Merci Levent. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une autre vision des choses sur ce livre. Et je me suis dit, je le relirai, juste pour me faire un autre avis. Un avis avec plus de recul. Parce que maintenant, j'ai le recul que j'avais pas à ce moment-là. Et franchement, ouais, c'était hyper intéressant en tout cas. Ensuite, alors on voit que j'ai fait des petites notes. Sonia De Villers, Les Experts aux éditions Flammarion. Le précédent était aux éditions de l'Olivier. Donc là, j'ai encore une émotion par rapport à ce livre. Quelque chose qui est démentiel, totalement démentiel. En fait, c'est l'histoire de la famille de l'autrice qui a vécu en... Que je me trompe pas de pays, parce que j'ai peur de dire une bêtise. En Roumanie, voilà.
sa famille maternelle a vécu en Roumanie et a vécu la fameuse Seconde Guerre mondiale, même ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont quitté la Roumanie en 1961. Et en fait, justement, on suit toutes les raisons qui ont poussé cette famille à quitter la Russie. Enfin, la Roumanie, pardon. La Roumanie, en fait, quand j'ai lu ce livre, je m'attendais... Enfin, je savais déjà ce dont il était question, j'en avais entendu parler déjà par ma libraire, et puis l'émission Le Quotidien, ils en ont très bien parlé. L'autrice était invitée. Il faut savoir qu'en Roumanie, les juifs étaient échangés contre du bétail. Pour leur sauver la vie, certes, mais c'était aussi pour une raison économique, puisque la Roumanie, en fait, n'avait plus rien pour se nourrir. Donc ils considéraient que ça permettait à des juifs de les sauver, et en même temps, la Roumanie pouvait se nourrir. Alors ça paraît déjà incongru, totalement inimaginable, et on ne sait pas quoi en penser en fait. Moi, après lecture du livre, je me suis dit, ce monsieur qui a créé qui a trouvé le moyen de sauver la vie des juifs, parce que malgré tout, il a quand même sauvé des vies, que ce soit des juifs ou des personnes pro-juifs, on va dire, donc qui essaient de les protéger en tout cas, majoritairement quand même des juifs, majoritairement des familles aisées, parce que forcément, ces familles devaient payer pour pouvoir quitter le pays. Et en fait, on est partagé à la fin par rapport à ce passeur qui a réellement existé. Tout est réel. Tout ce qu'elle dit est réel. Il y a des extraits d'archives qui sont juste hallucinants de combien telle personne valait en termes de bétail et quel type de bétail. C'est juste, mais on croirait lire quelque chose qui n'existe pas, sauf que si, ça a réellement existé. Et concernant ce passeur, en fait, la question est toujours d'actualité, même s'il n'est plus, de savoir est-ce qu'il avait vraiment dans l'idée de sauver des juifs ou est-ce que c'était un côté totalement business, quoi. Moi, personnellement, après lecture, je me dis que c'était les deux. Parce qu'il y a quand même des gens pour qui il s'est démené pour trouver un moyen de les sortir du pays. Donc c'est que il y avait quand même un côté humaniste, on va dire. Et en même temps, il y a ce côté tellement business. Il y a même le Mossad qui a mis les pieds là-dedans. J'ai lu des trucs mais complètement aberrants. Mais quand on sait ce qui se passait en Roumanie, même avant la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Juifs ont commencé à être massacrés, quand j'ai lu ce qui se passait, ils ont été précurseurs, entre guillemets, je mets de gros guillemets parce que c'est épouvantable, dans des méthodes qu'utilisait l'Allemagne nazie. C'est eux qui ont perprété les choses. En fait, la Roumanie à la base n'était pas du tout nazie, c'est juste que c'est une armée en fait qui s'est dit oh, on va tirer sur tout ce qui bouge, c'est un peu ça l'idée, et bizarrement, pareil, c'était souvent des juifs qui étaient sous le feu des armes. C'est juste. Je sais même pas, même là encore, j'ai préféré mettre ce livre dans un coin de ma tête et oublier, mais oui, et puis oui, il y a après Seconde Guerre mondiale où au final il passe d'un régime fasciste à un régime communiste, et en fait quand le régime communiste arrive, c'est Ceausescu je crois, qui va se dire, quand il va découvrir justement l'échange des juifs contre du bétail, il va dire non mais on va arrêter ça, vous vous rendez compte, c'est ignoble, c'est inhumain, et sauf qu'il va vite se rendre compte que c'est un intérêt pour tout le monde. Je peux pas l'expliquer, je m'en souviens pas, j'ai préféré oublier, mais il va reprendre les choses en main, et reprendre les choses où elles étaient, on va dire. Et ce qui est frappant aussi, c'est le résultat final, après tout ça, après que ce soit arrêté, de savoir combien de juifs à peu près il reste dans le pays par rapport à avant la période historique effroyable nazie, fasciste. C'est juste effrayant, et quand on lit ce livre, et à la fin il y a une très bonne question qui se pose sur qu'est-ce que c'est que d'être juif, qu'est-ce que ça implique, et ça calme beaucoup en fait. Quand vous avez des problèmes, vous dites mais en fait les personnes, les juifs ont tout pris dans la gueule dans l'histoire en fait, et pourquoi eux en fait? Déjà pourquoi tout court une certaine population s'est tout pris dans la tronche alors que ça n'a pas lieu d'être? Et qui a décidé ça en fait? J'aimerais bien savoir quelle est à la base qui
a décrété qu'une partie de la population mondiale ne devait être considérée comme moins que du bétail, parce que là c'est un peu l'idée de ce qui s'est passé. C'est effroyable. Effroyable, ce livre est nécessaire parce qu'on n'en parle jamais. Je ne me souviens pas en cours d'histoire qu'on nous ait parlé une seule fois de la Roumanie, pour vous dire. Bon, après, je suis pas hyper douée en histoire, on est d'accord, mais j'ai pas le souvenir qu'on nous ait parlé de la Roumanie réellement, en fait, au cours de l'histoire. On parle un peu de l'Ukraine, puisque partie de l'Ukraine faisait partie de la Roumanie à la base. Donc il y a un cours d'histoire aussi par rapport à l'Ukraine qui est assez intéressant et du coup qui permet de voir un peu différemment ce qui se passe en Ukraine. Enfin différemment. Euh, Enfin, disons que ça permet de comprendre un peu ce qui se passe en Ukraine et les guerres de territoire, puisque c'est ce dont il s'agit. Ça permet de comprendre les choses. C'est pas pour autant que je suis d'accord, qu'on soit clair. Mais ça permet d'éclaircir beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à percevoir de là où on est en fait. Et voilà, je le trouve vraiment nécessaire, une grosse claque. Et ça calme vraiment. Je pense que certains, surtout certaines personnes, devraient lire ce livre. Même tout le monde, idéalement, mais surtout ceux qui tiennent des propos aussi intolérables. Bon, enfin bref. Ensuite, changeant de sujet. Alice Zénitaire, toute une moitié du monde, aux éditions Flammarion toujours. Ici, en fait, l'autrice voulait faire un livre autour À la base, elle voulait faire quoi déjà? Ouais, elle voulait parler de ses expériences de lectrice et au final, en fait, elle a plus parlé d'elle en tant qu'autrice que de lectrice. Ce qui est assez paradoxal. D'ailleurs, à la fin, elle le dit clairement, elle dit je sais, j'avais dit qu'à la base, j'écrirais un livre autour de la lectrice que je suis. Finalement, je tombe un peu dans l'écriture parce que les deux se rejoignent. Alors, je l'ai lu d'une traite, même si à un moment où j'ai cru que j'allais décrocher parce que j'étais très fatiguée. Après, il reste intéressant dans les réflexions, sur certaines réflexions, je suis pas forcément d'accord avec tout. Ce qui m'a rassurée, c'est ce qu'elle dit sur le film Avatar. Il y a un chapitre consacré à Avatar à la fin. Quand j'ai lu, j'ai dit ah mais je suis pas la seule. Merci, je me sens moins seule. Après, elle parle. Que dire sur ce livre? Elle parle aussi de comment ça s'est passé pour elle en tant qu'autrice, en tant que femme surtout. Ces passages-là sur la considération des femmes dans le milieu de l'édition, quel qu'en soit le niveau, est assez symbolique, représentatif de la société actuelle. Quand j'ai lu ce qu'elle écrivait sur ce sujet-là, j'ai dit oui, il y a des choses qu'on sait, mais le fait que ce soit une autrice reconnue qui écrit ces passages-là, le fait rien pour les photos d'elle. Je me souviens de ça m'a frappé, où ils lui ont dit ah non, mais ça va pas, il faut que tu te mettes comme ci, il faut que tu t'habilles comme ça, tu comprends, il faut que ça attire le regard. Non, c'est un livre, c'est pas une personne que tu vends, c'est un texte, c'est une histoire. Et c'est choquant que pour une femme il y ait ces réflexions-là et pas pour un homme en fait. Il y a tellement de sujets qu'elle aborde dedans, je me souviens pas de tout honnêtement. Et bah oui, c'est peut-être le chapitre être autrice. Elle cite aussi beaucoup d'auteurs qu'elle admire. Je sais pas trop quoi dire parce que à la fois je l'ai aimé quand même ce livre. Je pense que je le relirai parce que j'ai pas tout vraiment pas tout. Il est quand même question un peu de notre société actuelle quand même dedans par le biais de tous les livres qu'elle a lus pour écrire ce livre en fait. Elle a lu énormément de livres qu'on lui a recommandés. Elle a mis une liste. Voilà. Et je saurais pas vous dire grand chose. Je saurais vraiment pas vous dire grand chose de ce livre. J'en ai. À part l'aspect sur le féminisme, le sexisme dans le milieu littéraire, j'ai pas retenu énormément de choses. Ce qui veut dire que ça reste très intéressant, mais que ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais, je sais plus. Je me souviens plus, je suis désolée. Je le relirai à l'occasion peut-être.
En fait, je pense que au lieu de... Enfin, le résumé n'est pas très bien fait parce que justement, on était censé la voir en tant que lectrice et au final, on la voit plus en tant qu'autrice et en tant que femme. Et que du coup, on n'a pas trop ce à quoi on s'attendait, alors ça reste hyper intéressant. Maintenant, j'en retiens pas. Alors, c'est le premier Alice Zeniter que je lis. Ouais, j'essaie, il y en a un autre très très bon qui est sorti, qui est toujours en attente dans ma pile à lire. Enfin bref, voilà. Et j'aime bien la quatrième de couve d'ailleurs, enfin, le bandeau, ce qui est marqué. Les personnages de mes lectures m'accompagnent si bien qu'il m'arrive d'avoir envie de demander de leurs nouvelles. Ça, tout lecteur le vit. Enfin bref, passons. Trop, journal intime d'une petite fille hypersensible aux éditions Publish Room Factory. Service Presse que m'a proposé gentiment la maison d'édition. Alors je l'ai lu très récemment, je l'ai lu, je vais pas dire dès que je l'ai lu parce que j'étais en pleine lecture d'un autre livre et que j'aimerais éviter de lire 30 livres en même temps. Sauf que c'est mal barré cette année. Ici, donc comme vous avez constaté, c'est le journal d'une petite fille qui se découvre hypersensible. Et là, elle a quel âge au début du livre? Elle a 7-8 ans, je crois, un truc comme ça, quand on lui dit qu'elle est hypersensible et qu'elle essaie de comprendre ce que ça implique. Et c'est des petits chapitres hyper courts, ça fait 20 pages. Franchement, pour un enfant, c'est tip top, comme, vu que c'est les enfants qui sont ciblés. Pour les parents, ça a permis de comprendre ce que leur enfant traverse, parce qu'il y a un passage qui m'a choquée. C'est qu'à un moment donné, la petite fille explique que quand elle était en maternelle, à la cantine, elle ne mangeait pas parce qu'il y avait trop de bruit, parce qu'elle ne savait pas se concentrer, et elle était emplie d'émotions diverses et variées qui n'étaient pas les siennes. Et elle se faisait disputer justement parce qu'elle ne mangeait pas à cause de ça. Et on ne lui a pas demandé pourquoi tu manges pas. On l'a juste engueulée en disant maintenant tu manges. Comment détruire un hypersensible en une leçon? Grosso modo c'est ça. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce qu'elle explique très bien à quel point ça peut être envahissant d'être hypersensible. Les styles des chapitres sont hyper clairs quand on connaît. Ouais, elle a 7 ans. Le truc des bruits, mais ça moi je le vis tout le temps. C'est les bruits, j'ai beaucoup de mal. J'ai été à un club de lecture, là on a été dans un endroit qui est différent d'habitude. Et alors c'était chouette parce qu'on était vraiment le gars où on est allé, là, le café où on est allé, il a vraiment choisi un endroit où on était tranquille à l'écart, mais il y avait une porte à côté qui claquait à chaque fois que quelqu'un rentrait. Quand on est hypersensible, qu'on on a l'ouïe fine, moi j'ai l'ouïe fine tout le temps, et alors si en plus je suis mal réveillée, c'est encore pire, je vous en parle pas. Moi et le bruit, c'est moi qui dois choisir le bruit en fait. En amitié, pareil, elle parle des amitiés qui sont compliquées parce que bah, l'empathie, c'est tout des trucs qu'on a en fait, les gens ont du mal à comprendre. Si vous n'êtes pas hypersensible, vous n'arriverez jamais à comprendre pleinement ce que vient l'hypersensible. Et nous, hypersensibles, on a tendance à vouloir expliquer, sauf que l'autre n'est pas forcément réceptif, et l'autre en a probablement rien à cirer. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai partagé sur une chouette vidéo sur le sujet récemment, et je la partagerai aussi sur mes réseaux blog, on va dire, parce que je l'ai fait qu'en privé, mais et je me dis, il faut vraiment en parler, parce que j'ai eu un proche récemment au téléphone qui m'a dit quelque chose de très violent par rapport à ça, en me disant « Oh, c'est bon, passe au-dessus !» Pardon, non, je passerai pas au-dessus, non. Je ressens les choses à ma manière, je te demande juste de respecter la façon dont je ressens les choses. Et voilà, pour l'instant ce sera tout. Je vais enchaîner sur notre vidéo parce que ma caméra a choisi d'arrêter sa vie pour le moment. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!